Europe 1 Soir, 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et chacun de nos chroniqueurs de la première heure, j'ai nommé Gilles William Goldanel, avocat. Bonsoir. Gilles William. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir madame. Que de formalités mon cher Jules. J'en fais toujours trop. Oui, voilà. Bon, mais écoutez, c'est du respect, je vais le prendre comme ça. Et j'accueille mon invité politique ce soir, Philippe Vigier, député MoDem d'Eure-et-Loir, membre de la commission des affaires sociales et surtout un proche de François Bayrou. Bonsoir Philippe Vigier. Bonsoir. On va parler certainement de votre état d'esprit assez soulagé ce soir, mais avant je voulais vous faire réagir sur quelques chiffres, notamment ceux de l'immigration. Vous avez entendu, la France qui a délivré près de 336 000 premiers titres de séjour l'an dernier, un chiffre en hausse de 1,8% par rapport à 2023. Alors c'est vrai qu'il y a une hausse des expulsions, mais il y a surtout ce chiffre record, 4,3 millions, c'est du jamais vu, une hausse de 160 000 titres de plus que l'année précédente. Finalement, est-ce que François Bayrou a eu raison d'employer le terme de submersion ? Ces chiffres ne lui donnent-ils pas raison ? Oui, ces chiffres lui donnent raison, mais d'abord, rappelez le contexte dans lequel il l'a fait. Il était interrogé par vos confrères sur la situation à Mayotte, que je connais bien, il était en charge des Outre-mer, après il a parlé de la Guyane, et après, naturellement, dans son propos, il est allé plus loin en expliquant et en mettant les mots, tout simplement, sur ce que ressentent majoritairement les Français. Les choses sont assez simples, on peut pas assimiler, intégrer, proposer à chacun un parcours, une formation, offrir un logement, parce que au bout d'un moment, on n'a plus les capacités d'intégration et d'assimilation nécessaires. Donc il l'a dit avec ses mots, on sait que François Bayrou est plutôt un humaniste, mais il sait qu'au bout d'un moment, on ne sait pas faire. Alors arrêtons de raconter les histoires en disant que la France est ouverte à tous les vents, ça n'est pas possible. Vous voyez, c'est un chemin. Il a été critiqué, François Bayrou. Oui, mais vous savez, dans la vie politique, il y a les politiques qui disent rien pour se cacher, lui, il dit les choses. Voilà. Oui. Il préfère dire les choses, ça vous fait sourire. D'ailleurs, mais c'est dans la logique qui a toujours été la sienne. En revanche, il est exigeant sur le fait que celle et celui qui est étranger, qui est là depuis quelques années, qui veut être régularisé, qui maîtrise la langue, qui respecte les lois de la République, on doit être en capacité de faire en sorte qu'il soit plus en situation irrégulière, tout simplement. Jules Torres. Oui, ces chiffres-là, Monsieur Vigier, est-ce que ça nous dit pas qu'il faut aussi une loi immigration et possiblement un projet de loi immigration, puisque visiblement on accueille l'équivalent de la ville de Toulouse ou de Nice chaque année? Mais je vous réponds très simplement, vous connaissez parfaitement l'histoire politique de ce pays, moi j'ai la chance d'être député depuis quelques années. Vous savez, sous Nicolas Sarkozy, combien il y a eu de textes? Vous savez en tout combien on dit loi immigration en 15 ans? Il y en a eu 40 depuis 40 ans. Voilà, à peu près. Oui, donc en absolument. fait, le sujet c'est quoi? C'est qu'il faut durcir. Alors, Gérald Darmanin l'avait fait avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau a pris la suite maintenant. Oui, vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'il y a une augmentation de 1,8% des titres. C'est encore trop parce que on voit bien que, voilà, il y a un certain nombre de femmes qui viennent, notamment quand on regarde les statistiques, ils viennent du nord de l'Afrique. Hein, les trois premiers pays, Algérie en premier, Maroc et la Tunisie. Bon, et puis mais ça continuera parce que l'Afrique est à 2 heures de chez nous. Il y aura 2,5 milliards d'habitants dans les 20 et 30 prochaines années. Ça veut dire quelque part le modèle social que nous incarnons. Imagine que c'est l'Eldorado. On ne peut pas tout faire. Mais pourquoi il y a un tel décalage justement entre les paroles et les actes? Pourquoi on souhaite arrêter l'immigration? On essaye de s'en donner les moyens, manifestement, du côté de Bruno Retailleau. On le voit quand même. Et malgré tout, on constate toujours une augmentation chaque année, un peu plus grande. Parce que c'est difficile, parce que vous avez déjà les gens en situation irrégulière ou pour lesquels il y a des arrêtés d'expulsion qui ont été décidés. C'est ce qu'on appelle les fameuses OQTF. Il y en a 27 000 qui ont été expulsés parce qu'on sait très bien, pouvait avoir la volonté de faire. Mais si le pays les accueille pas, ça ne marche pas. Donc, il y a le sujet des visas qui est un sujet qui est sur la table. Alors, moi, je vous dis les choses très simplement. Soit on est capable de durcir encore et d'accueillir mieux ceux qui sont là et qui ont envie parce que je connais, en tant que député, m'est arrivé à plusieurs reprises d'intervenir dans mon territoire d'Eure-et-Loir pour des personnes qui étaient là depuis 10-12 ans, toujours en situation régulière, pour les régulariser. En revanche, on ne peut pas continuer ainsi. Puis enfin... Philippe Vigier, vous êtes proche de François Bayrou, vous parlez des visas. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions du côté de la France à l'endroit de l'Algérie. Beaucoup de voix s'élèvent pour demander la dénonciation des accords de 68, les accords de 2007, justement, sur ces visas. Et il n'y a rien qui se passe. L'Élysée est plutôt en train de jouer l'apaisement. Non, mais vous connaissez les propos qui ont été tenus ces derniers jours, en particulier par le président algérien. Si vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas de capacité de renvoyer ces personnes dont on considère qu'elles ne peuvent plus rester sur le territoire français, vous pouvez faire ce que vous voulez, faire des moulinets toute la journée, ça ne marchera pas. Donc le sujet, c'est de créer les conditions pour qu'ils puissent
retourner dans leur pays d'origine. C'est un exercice difficile, c'est l'exercice à la fois de la diplomatie, il peut y avoir des sujets économiques qui peuvent intervenir, qui permettent aussi de ramener les uns et les autres à la raison, mais on est obligé de le faire. Alors, après, il ne s'agit pas d'arrêter complètement l'immigration, parce que ça c'est faux, d'avoir une immigration choisie. Vous savez, moi je prends souvent le référent du Canada, j'ai eu l'occasion d'être rapporteur il y a quelques années à l'Assemblée là-dessus, on définit les quotas et les métiers sur lesquels on veut bien accepter tel ou tel. Je crois qu'il faut avoir, simplement, c'est un symbole tellement fort, vous l'avez dit vous-même, la gauche immédiatement se drame dans les draps de la vertu. Il n'y a pas que la gauche, hein, Yann Braun-Pivet n'était pas forcément d'accord avec les mots choisis par François Bayrou. Je sais bien, mais bon, ça fait partie des éléments. C'est l'aile gauche de la Macronie. On fait le lien de son parcours, mais c'est de rappeler aussi quelque part, elle a voulu faire cela, bon très bien, mais c'est pas grave, vous savez. D'abord, vous savez, François Bayrou, une phrase qu'il a prononcée en Toulouse, vous en souvenez parfaitement, en 2001, si nous pensons tous la même chose, nous ne pensons plus rien. Et ben voilà, on peut avoir des avis différents au sein d'un bloc central, étendu aux républicains, et avec la sagesse des socialistes, qui j'espère demain, vous voyez, je suis encore modéré, on verra ce que fera le Rassemblement national demain, et qui j'espère ne censurera pas qu'en ayant enfin un budget, un peu de stabilité, un peu de sérénité. En tout cas, en circonscription, vous voyez, les retours terrain, ils nous disent débrouillez-vous, entendez-vous. Vous n'êtes pas sûr de vous là sur le RN, vous jouez la prudence? Vous savez, moi j'ai un petit souvenir, c'était sur la loi immigration. Le matin, un de vos confrères, il me semble que M. Bardella a dit on vote. À 14h, il votait plus. Donc, soyons prudents. Chacun, en tout cas, l'heure est grave, l'heure est très grave. Chacun prendra ses responsabilités. Sur le budget de la Sécu, je dis juste un mot. On a 45 jours avec la loi spéciale pour faire fonctionner les hôpitaux. Passer les 45 jours, comment on fait? Gilles-William Goldnadel, vous vouliez interpeller Philippe Vigier? Non, j'ai aucune interpellation particulière de Monsieur Vigier que je respecte et que j'estime. Mais cela étant, non, mais je le dis, hein. Cela étant, je crois qu'il faut surtout pas s'excuser de dire la vérité. C'est parce qu'il est humaniste que Monsieur Bayrou a eu raison de parler de submersion. Et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. La seule divergence que j'ai avec vous, c'est qu'on est dans une situation tellement existentielle par rapport à l'immigration-submersion, que moi, je n'accepte pas les régularisations. J'estime qu'il faut revenir à ce que rentrer indûment dans un pays, c'est un délit. Et quand vous avez commis un délit, il n'y a pas de régularisation possible. Alors, je partage avec vous, mais là, je n'ai pas parlé des personnes qui avaient commis des délits. Vous savez, moi, je connais des gens qui sont en situation irrégulière ou de rentrer dans le pays serait un délit. Je suis pour qu'à nouveau, monsieur le député, qu'à nouveau, celui qui rentre indûment en France soit considéré à nouveau comme un délinquant, et puisqu'il est un délinquant, on ne peut pas régulariser un délit. On ne peut pas se permettre le luxe de régulariser. On a en réalité, clandestins compris, 1,5 million de gens qui rentrent dans notre pays chaque année. On n'est que 70 millions. Si c'est pas existentiel, j'ai un problème de vocabulaire. Non, on a un sujet qu'il faut traiter. Moi, je vous dis les choses très clairement. Autant je suis humaniste, autant là, à 400 000 personnes, on ne peut pas faire. On ne peut pas le faire parce qu'au contraire, on déshumanise. Vous savez, à Mayotte, première maternité d'Europe, 65% des femmes sont des femmes étrangères, des Comoriennes, ou qui viennent de la côte naturellement africaine. On ne peut pas continuer ainsi. Sinon, on fait très mal les choses. Et ça, c'est pas acceptable. La bien-pensance n'a pas de place. Au contraire, elle devrait guider à changer des règles. On va continuer ces débats avec vous, ces débats nourris. Philippe Vigier, Gilles-William Goldnadel et Jules Torres. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. François Bayrou va-t-il réussir là où Michel Barnier a échoué? On en parle avec Philippe Vigier, député MoDem d'Eure-et-Loire, membre de la commission des affaires sociales. Nos deux amis de la première heure, Gilles-William Goldnadel, Jules Torres. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter Jordan Bardella. C'était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Écoutez. Nous avons une responsabilité à l'égard des Français, mais nous ne sommes pas au pouvoir. La censure, encore une fois, c'est pas un jeu. La censure, c'est un outil institutionnel, c'est l'arme nucléaire sur le plan institutionnel qui doit être utilisé pour protéger le pays. Donc, de responsabilité que vous faites. Oui, c'est un choix de responsabilité. Encore une fois, la décision sera définitivement actée demain. Mais la question qui me hante et qui me taraude, c'est, encore une fois, est-ce que au moment où on se parle, les Français, les entreprises françaises tireraient bénéfice d'un nouveau report d'une discussion budgétaire dans 3 mois. Maintenant, encore une fois, ce budget, moi j'y suis résolument opposé. Je combats ce budget parce que je pense que c'est un mauvais budget qui, encore une fois, demande des efforts toujours aux mêmes et ne fait pas les bonnes économies. Maintenant, il faut un budget, il faut bien un budget. Mais expliquez-nous, est-ce que
Philippe Vigier, ça sent plutôt bon pour vous, a priori. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France. C'est pas pour nous, c'est pas François Bayrou, c'est pas les parlementaires. Simplement, est-ce que oui ou non, cette France, elle est capable d'avoir un budget? C'est la seule question à laquelle il faut répondre. On est sous le régime d'une loi spéciale. On en connaît maintenant les conséquences, les impôts que vont payer certains qui ne payaient pas, nos hôpitaux dans lesquels on peut plus investir, nos policiers qu'on doit recruter. Regardez ce qui s'est passé encore à Paris cet après-midi. Il faut continuer d'armer la police, armer la gendarmerie, nos armées. Enfin bref, donc. Écoutez, le Rassemblement national qui avait uni ses voix avec les Insoumis pour renverser Michel Barnier, sans avoir compris que eux qui veulent se draper dans les draps de demain, nous serions éventuellement en capacité de gouverner ce pays, ont compris qu'ils pouvaient pas demain renverser le gouvernement. On verra mercredi ce qui va se passer précisément. Alors, un budget certes, mais encore faut-il avoir un bon budget. Ça semble pas être l'avis partagé de Jordan Bardella, ni du PS d'ailleurs, qui vont un petit peu en se bouchant le nez. Alors, si vous me posez une question simple, est-ce que ce budget, on peut faire un meilleur budget? Je vous réponds oui. Vous avez vu les conditions dans lesquelles on l'a fait. On a repris une grande partie du budget qui avait été élaboré par Michel Barnier. Ensuite, pour une fois, c'est les parlementaires qui, en grande partie, ont eu la main. Et les socialistes. Il y a une commission mixte paritaire. On a donné un peu aux socialistes, mais tout le monde. Les socialistes. Oui. Attendez. Gilles Torres. Mais quand vous faites un compromis, vous savez, moi j'ai piloté un conseil municipal pendant 17 ans. Vous n'arrivez pas avec vos idées en disant c'est tout ça, sinon que rien ne se passe. Donc il faut savoir aussi, faire me semble-t-il, des concessions. Moi aussi, j'étais le premier à avoir fait un certain nombre de concessions. C'était lesquelles, pour vous, les pires concessions? Non, mais par exemple, des choses très simplement en matière de santé. On met 7 milliards de plus, c'est un puissant fonds. On a augmenté de 60 milliards d'euros les dépenses d'assurance maladie dans ce pays depuis 6 ans. Est-ce que ça va mieux? Non. Est-ce que la prévention, on met le paquet? Non. J'aurais souhaité, je le dirai demain, parce que je m'exprimerai au nom de mon groupe contre la motion de censure naturellement pour répondre. J'aimerais que maintenant, il faut préparer un prochain budget, 2026, et le prochain budget, il faut une autre méthode. C'est souvent, moi j'ai vécu des majorités dans lesquelles... Ça fait des années qu'on y est, sur la méthode tout de même. Ça fait pas très longtemps. Enfin, et il n'y a toujours pas de baisse de dépenses structurelles, il y a toujours des déficits structurels. Comment ça se fait que ça soit aussi compliqué, mon cher Philippe Vigier? Je vais vous dire d'abord, un sur la méthode et deux sur les déficits. Sur la méthode, avant il y avait toujours des majorités absolues. Là, il n'y avait pas de majorité absolue en 2022. Le président de la République a dissous dans les conditions qu'on sait, des décisions assez contestables, mais c'est ainsi. Les Français ont dit quoi? Il y a 3 blocs. Donc vous êtes obligés de vous entendre. Personne ne s'entend, donc conséquence. Après vous dites réforme structurelle. Oui, mais vous savez, c'est comme des niches fiscales. Dans chaque niche, il y a un chien qui veille. Donc réforme structurelle, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage sur le système de santé. D'affronter le chien. Je vais vous le faire en 30 secondes. Système de santé, le fonctionnement tel qu'il est, avec le public d'un côté, le privé de l'autre, l'assurance maladie, les mutuelles où chacun ne sait plus ce que fait ni l'un ni l'autre, où les patients sont déresponsabilisés avec des parcours de soins qui sont on ne peut plus chaotiques. Vous pouvez mettre 10 milliards, 15 milliards, 30 milliards de plus. Dans 2 ans, on sera au même endroit. Donc, soit on a le courage, simplement, de façon transpartisane, on a une opportunité là. Franchement, je vous le dis très simplement. D'ailleurs, il y a des lois transpartisanes qui sont en train d'avancer sur l'accès aux soins. Vous avez la fameuse désertification médicale. On a des sujets sur lesquels, avec des insoumis, des centristes, des hommes et des femmes de droite, de gauche, on arrive à faire de la convergence. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait le faire. Avant de faire réagir Gilles-William Gonalen, qui n'a pas encore parlé, vous êtes silencieux. Moi, je suis bien élevé. Pardon. On va écouter Emmanuel Macron qui s'exprime justement sur ce budget. Je pense qu'il ne faut pas qu'on revienne en arrière. La France a besoin d'une chose, elle a besoin de plus d'activité, de création de richesse, de gagner en efficacité et d'être à la pointe de l'innovation pour garder aussi ce modèle social qui est le sien. Et je pense qu'à l'inverse, les modèles qu'on a déjà essayé par le passé, où on surtaxe, où on oppose le privé et le public, ils détruisent de la valeur, ils créent de la décroissance, ils réduisent la croissance française et ils ne permettent pas d'aller mieux parce que nous sommes déjà à un point maximal de taxation des richesses dans notre pays et on est déjà à un point maximal de place de la dépense publique dans notre pays. Il faut plutôt qu'elle gagne en efficacité et qu'elle bénéficie des innovations. Gilles-William Goldanel, c'est sûr qu'Emmanuel Macron doit avoir une forme de petit soulagement à ce que ça passe cette fois-ci. De vous à moi, je n'écoute plus ce que dit le président de la République. J'ai renoncé. Non, parce que ça peut me plaire le lundi, mais il va dire le contraire le mardi. Pourquoi voulez-vous que je me donne la peine? Non, cela étant, moi, écoutez, pour dire la réalité des choses, je ne suis pas le plus grand contempteur du Rassemblement national. Je n'ai pas aimé qu'il censure le gouvernement Barnier.
Je pense que malheureusement, il n'y a qu'un seul responsable, puisqu'on parlait de lui. Le seul responsable. Jules Torres vous regarde de travers. Non, je regarde jamais de travers Gilles-William Goldnadel. Non, il se permettrait pas. Le seul responsable de la triste situation dans laquelle nous nous trouvons s'appelle Macron Emmanuel. Ensuite, effectivement, Monsieur Bayrou est dans la triste obligation d'arbitrer, de chercher le moins mauvais budget. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise ? Rien. Donc, je souhaite effectivement, sans enthousiasme excessif, loin s'en faut, que ce budget soit voté. Philippe Vigier, c'est vrai que Gilles-William Goldnadel en veut au RN. Voilà, là, on sent que la base aussi a voulu un petit peu que le RN change de braquet et ne mette pas les Français dans la difficulté, notamment le milieu économique. Il aurait peut-être pu se sauver ce budget Barnier avant, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est Michel Barnier a payé le prix fort. Il a essuyé quelque les part, plâtres. c'est une forme de jeu, parce que si vous voulez, on va pas se raconter l'histoire, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée ? La politique économique, aussi bien du RN que celle des Insoumis, c'est quasiment la même. Voilà. Moi, j'ai vu ça sur les retraites. Ils défendent tous des RN et mais bien sûr, ils ont voté ensemble plein de fois. Sur l'économie. Mais sur l'économie en général. La politique économique ou sur l'économie en général. Pardonnez-moi, mais sur les retraites. Enfin, c'était 60 ans, 62 ans, Madame Le Pen. D'ailleurs, lui avait sorti le tract dans l'hémicycle pour dire, Madame, c'est vous qui l'avez signé. Donc, en fait, ils se sont rendus compte, quelque part, qu'il y avait un peu de décalage avec leur opinion publique. Parce que les Français, ils veulent pas le bazar. Ils en ont marre. Moi, ils me l'ont dit vraiment avec force. Les cérémonies de vœux, j'ai dû en faire une 50aine. Donc, il y a eu beaucoup de monde. Débrouillez-vous, hein. Vous n'aurez pas raison tout seul. Entendez-vous. Nous, on veut avancer. L'échelle d'entreprise, et là où le président de la République, Emmanuel Macron, au moins, mettons à son crédit le fait quand même que, depuis qu'il a été élu président, il y a quand même un peu moins de charges sur les entreprises, un peu moins de contraintes. Enfin là, les charges sur les entreprises reviennent au galop, notamment sur les grandes entreprises. Eh bien, merci de me donner l'occasion de dire, c'est one shot, c'est un titre exceptionnel, et on va leur demander. Mais c'est bien ça le problème. C'est bien le problème. Je suis d'accord. Mais attendez, vous connaissez l'équation dans laquelle on est. Vous êtes tous en train d'expliquer qu'il y a 3 400 milliards d'euros de dette, que le poids de la dette sera supérieur au budget de l'éducation nationale. Non, mais là, faut qu'on fasse quelques efforts. Moi, vous savez, c'est les mêmes propos que je tiens partout. Les collectivités, chacun doit faire un bout d'effort. Je pense sincèrement que tout le monde serait prêt à faire des efforts si on savait que c'était vraiment structurel et que ça changeait la situation. Mais là, on a le sentiment de colmater des petites brèches et de mettre des entreprises dans la difficulté, sincèrement. Écoutez, il y a deux sujets. Pour avoir un peu moins de dette, il faut quoi ? Un peu plus d'impôts et moins dépenser. Moins dépenser, écoutez, le Premier ministre va surveiller les claviers. Vous avez par exemple des agences régionales de santé qui sont surveillées par personne. Vous avez plein d'agences qui dépensent sans même. Mais oui, mais les agences, comment ça s'est passé ? Vous voulez que je vous refasse l'histoire politique ? C'est sous Nicolas Sarkozy, il fallait faire 200 000 fonctionnaires de moins, donc on a créé les agences et on a continué à augmenter. C'est quand même la vérité. Vous savez, j'ai vécu tout ça de l'intérieur. Donc là maintenant, ce qu'il faut, c'est que faire attention à la dépense publique, contrôler la dépense publique. Et la deuxième chose, j'entends que les Français doutent, mais on aura protégé toutes les classes moyennes. Oui. Et oui, enfin, c'était quand même essentiel parce que c'est eux qui trinquent. Et ils trinquent dur. On a protégé les retraités. Mais vous voyez, sur les retraités, vous me posiez la question de savoir tout à l'heure, sinon j'étais satisfait. Non, j'estimais que lorsqu'on avait 4 000 euros de retraite, on pouvait faire un petit effort et ne pas avoir la retraite revalorisée de l'inflation. J'avais fait ces propositions-là. Vous voyez, ça a été le consensus. On a essayé de trouver des consensus. Moi, pour faire des économies, j'aurais bien enlevé un peu d'argent à l'audiovisuel public et à l'AME. Vous voyez, on m'aurait consulté, j'aurais fait ça. Puisque vous posez la question sur l'AME, il y a un petit bout de pain qui commence à être un chouïa. C'est léger. Je suis d'accord. Une centaine de millions d'euros sur les 1 milliard d'euros. C'est la première fois qu'on le fait. Ça n'a jamais été fait auparavant. Moi, j'ai connu l'AME qui coûtait 180 millions d'euros dans ce pays en 2007. Faut savoir d'où on vient. Parce que vous savez, il y a un exercice formidable. Mais ça, on ne sait pas. Vous savez, madame, j'ai fait 13 ans de commission de finances. À chaque fois, tous ceux qui vous disent qu'il faut faire des économies, ils vous déposent des amendements. Ça coûte 1 milliard, 500 millions, 200 millions. Rien n'est cher. Mais tout le monde fait son petit amendement. Acte des responsabilités. François Bayrou, là-dessus, sera assez intraitable. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous, Jules Torres et Gilles-William Goldnadel. On continue de débattre sur cette motion de censure. Et puis d'ailleurs, on va se poser la question de savoir si le PS il survivra à tout ça.